Hello, I'm going to be reading some of the headlines from volume number 1 of Haiti Liberté. This is a collection of headlines, excerpts from the first volume, which ranged from 2007 to 2008. And I'm just going to be picking some of the most interesting headlines from across the paper. So we have volume 1, number 29, which is from the week of the 6th to the 12th of February 2008. And some of the main headlines for that week. À quoi servent Préval et Alexis, which was with a subtitle De gauche à droite, le président René Garcia Préval et son premier ministre Jacques-Édouard Alexis, discussing the Prime Minister Alexis and the President René Garcia Préval. Another article was Yvon Neptune fait appel à l'accord interaméricain. De gauche à droite, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide et l'ex-premier ministre Yvon Neptune. So, former president and former prime minister Jean-Bertrand Aristide and Yvon Neptune, respectively, and making an appeal to the Inter-American Court. So these were the front cover articles, and of course it's saying from left to right because there are pictures of the two, the four, and then each of the two of them respectively. So also, the English for that last headline was Yvon Neptune seeks justice from the OAS court. Former Haitian Prime Minister Yvon Neptune was denied his rights to humane treatment, personal liberty, and a fair trial, according to a complaint now before the Inter-American Court of Human Rights. There was also an article in the international section. Camilo Torres, prêtre catholique, révolutionnaire et guerriero. There was an article on the IMF, Banque Mondiale, FMI, the IMF and the World Bank, toujours accro aux conditionnalités. Conditionnalité. Lorsqu'un pays emprunte au FMI, son gouvernement prend des engagements à l'égard des politiques économiques et financières, dispositions qui sont connues sous le nom de conditionnalité. La conditionnalité permet au Fonds monétaire international, FMI, de vérifier que l'argent prêté est bien utilisé pour résoudre les difficultés économiques de l'emprunteur, de sorte que
le pays soit en mesure de le rembourser rapidement. Ces dernières années, le FMI s'est efforcé de cibler et de rationaliser la conditionnalité de manière à promouvoir dans le pays la pleine prise en charge des politiques rigoureuses et efficaces. Le discours policier du FMI ne résiste pas à l'examen de faits. Près du quart des conditionnalités imposées à l'Arménie en 2005 étaient liées à une privatisation. Pierre. Le prêt octroyé en 2005 par la Banque mondiale à l'Ouganda était soumis à 197 conditionnalités, parmi lesquelles revoir et adopter une politique d'éducation physique et sportive dans l'enseignement postscolaire. Quel rapport avec la politique du développement d'un pays où 23% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition? Source Eurodad. And an article from the Arts and Culture section by Jackson Ratzo, Le Carnaval de la vie chère. Un homme portant le drapeau haïtien sur une croix de puissance impérialiste, les États-Unis, la France et le Canada. Now some of the headlines from the paper from volume number 1, number 30, from the 13th to the 19th of February 2008. There was an interview with Samir Amin by Rosa Musau. Samir Amin, le nouveau défi de l'internationalisme du peuple. 8 ans après le premier forum social mondial, l'intellectuel tiers-mondiste retrace les grandes évolutions historiques du capitalisme et interroge les alternatives que dessinaient les bouleversements géopolitiques du début du siècle. There was an article by Danielle Blytrak, which was L'affaire ExxonMobil, une stratégie pour abattre Chavez. And a brief
couple of excerpts that were included. Here's one. Paul Loubière, Exxon versus Venezuela, un combat idéologique. D'un côté, ExxonMobil avec un chiffre d'affaires de 404 milliards de dollars, en gros, l'équivalent du PIB de la Suisse est 40 milliards de dollars de bénéfices en 2007. De l'autre, l'État vénézuélien, au centre de la querelle, l'expropriation de ExxonMobil des pétroles de l'Orinoque. ExxonMobil a réagi en étendant des procédures visant à geler 12 milliards de dollars d'avoirs vénézuéliens dans le monde entier afin de compenser les pertes qu'il estime avoir subies. Bien sûr, la procédure n'a pas pu être lancée sans l'aval au moins implicité de la Maison-Blanche. On assiste donc à l'ouverture de la chasse à Chavez, ce président inclassable, à la fois populiste, de gauche et surtout farouchement anti-américaine, voire anti-occidentale. Impossible de la détrôner en fomentant un coup d'État. On va donc le cancer là où ça fait mal via la voie de la PDVSA, la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne. La chasse à Chavez s'est faite par l'intermédiaire d'Exxon qui roule à la fois pour lui et pour le gouvernement américain. C'est la première fois qu'une entreprise privée s'attaque aussi directement à un État avec une telle ampleur. Le président contrôleur aussi notamment n'était que des brutiles en comparaison. Quel qu'il soit le résultat de la bataille, le simple fait qu'elle ait lieu montre un renversement de pouvoir. Un État n'a plus seulement à craindre une révolution, une élection, une offensive diplomatique ou militaire. Les coups peuvent venir de la justice internationale. L'attitude de ExxonMobil est tout à fait conforme à la judiciarisation de la société américaine où le monde griffe dans lui à des procès. Côté vénézuélien, la nationalisation de richesses nationales n'a rien de surprenant. L'Arabie Saoudite, l'Algérie, la Russie et la plupart des pays pétroliers ont fait la même chose, du moins ceux qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la manne pétrolière. La bataille dépasse le cadre d'ExxonMobil contre le Venezuela. Il s'agit bien d'une lutte idéologique entre deux visions du monde. Le sous-sol appartient-il à l'État ou appartient-il aux investisseurs? Pour la première fois, les États-Unis demandent à la justice internationale de trancher entre deux visions du monde. Et c'est vraiment son rôle. From challenges.fr from 2008. Here's a headline from the English section. Haiti, a Modern Tragedy by Roger Ennis, a review of an unbroken agony. Haiti from Revolution to the Kidnapping of a President by Randall Robinson. And Randall Robinson, seen here speaking at a bookstore in Harlem in September 2007, dispels myths perpetrated by supporters of the foreign intervention in Haiti in his latest book.
The editorial for this week's edition was about the current president, René Préval. Monsieur Préval, que vous reste-t-il de courage dans les yeux? And there was a quote or a proverb as the subtitle. Vous entendrez des regards que vous croirez muettes, from Racine. There was an article about the Cuban doctors who go to Haiti, especially after the earthquake occurred. Of course, this is before that, but just in general, Cuban doctors have been going to Haiti for quite some time and doing work there. And the title of the article, I should say, the last article, the editorial headline that I read, is by France Lecture. This article is by Yves Pierre Louis, and it is in the section À travers Haïti, les médecins cubains à l'œuvre. Les médecins cubains, en tant que professionnels de la santé, ont pris tous les soins nécessaires pour consulter les malades, leur prodiguer les soins et leur administrer les médicaments appropriés. And there's a picture from Jean Restil, who is from Haiti Liberté. A couple of interesting pictures of Cuban doctors at work taking blood, looking with a stethoscope, doing an inspection of someone's heart, and checking again with a stethoscope at someone's desk. Just working at a desk. There is an interesting article about the disbanding of the military, which occurred under President Aristide during the short time he was in power. In fact, it took place in 1995. And the title of the article is Ex-militaires récompense eux dédommagement. And recompense, should former soldiers be compensated after they were demobilized, but there was a plan later on by a future president after this, Michel Martelly, to reconstitute the armed forces. So this was a debate going on at the time, and the subtitle is Les militaires démobilisés des anciennes forces armées d'Haïti. Here is the edition, again, volume number 1, number 31, from the 20th to the 26th of February 2008. And the front cover article is Les bonnes affaires de la bonne gouvernance in quotation marks, and it's a picture on the front cover of a UN armored car with the blue helmets, peacekeepers, driving around in the street. Un char de la ministère a cité Soleil. Après le massacre et la destruction, les gendarmes du développement par
l'entremise des gouvernements des États-Unis, du Canada et de la France, ça dans établir des tas de projets in quotation marks, dans le pays. The next article is discussing Jacques-Edouard Alexis, the prime minister at the time. Alexis à la merci des changements climatiques. Alexis at the mercy of climatic changes, and also in quotation marks. Jacques-Edouard Alexis, ex-recteur d'université, agronome et premier ministre en fonction, n'a plus croire ses grosses les bras en attendant. There is an article on the back in Réflexion. Cuba, message du commandant en chef Fidel Castro Ruiz. And the subtitle, it's a picture of Fidel and Raúl Castro together, and the subtitle is Fidel et Raúl Castro. L'adversaire à vaincre est extrêmement puissant, mais nous ne l'avons pas laissé avancer pendant un demi-siècle. Here is the centerfold article is by Salim Lamrani, and the title is Washington et Bogota contre Hugo Chavez. Washington, Bogota against Hugo Chavez, and there's a picture of George Bush and Álvaro Uribe, the president at the time of Colombia. George Bush et Álvaro Uribe tentant de lier le Venezuela au trafic international de la drogue. And I'll read the subtitle. L'hostilité de l'administration Bush à l'égard du gouvernement vénézuélien a marqué un nouveau pas le 19 janvier 2008 avec les déclarations du tsar antidrogue états-unien John P. Walters. En effet, lors d'une visite en Colombie, ce dernier a accusé le président Hugo Chavez d'être en train de se convertir en un grand facilitateur du trafic de cocaïne vers l'Europe et d'autres endroits de l'hémisphère. Ces nouvelles attaques contre le plus populaire des leaders latino-américains, loin d'être gratuites, fait partie de la stratégie de diabolisation de l'administration bolivarienne orchestrée par la Maison-Blanche afin de justifier une action plus radicale contre le Venezuela. Désormais, Washington et Bogota tentent de lier le Venezuela au trafic international de drogue afin de tenir l'image du président Chavez. There is a picture of Hugo Chavez, and the subtitle is Le plus populaire des leaders latino-américains, Hugo Chavez, a dénoncé les manœuvres colombiennes et états-uniennes. The most popular of Latin American leaders, Hugo Chavez, has denounced the maneuvers of Colombia and the United States, or the Colombian and American maneuvers. I can read some of that prior subtitle in English as well.
The hostility of the Bush administration with respect to the government of Venezuela has marked uh, nothing new on the 19th of January 2008. Nothing new and a new stage with the declarations of the anti-drug czar, the American anti-drug czar John P. Walters. In effect, during a visit to Colombia, the latter has accused President Hugo Chavez of being converting, in the process of becoming the grand facilitator of the cocaine traffic towards Europe and one of the and other places in the hemisphere. This new attack against the most popular of Latin American leaders, far from being free, made part of the strategy of demonization of the administration of the Bolivarian administration, orchestrated by the White House to justify a more radical action against Venezuela. Washington and Bogota want to make Venezuela and into the capital of the international, demonize Venezuela as the drug trafficking capital and tarnish the image of President Chavez. There's another picture of a couple of figures of the American war on drugs who are assisting in this demonization campaign. Du gauche à droite, Tom Bosenko, Shasta County Sheriff John P. Walters, Directeur du Office for the National Drug Control Policy, and Colonel Timothy Swan, California National Guard Counter-Drug Commander. And there's pictures of people attending a protest, probably in America, against, maybe in America, but yeah, I think in America. And one of the protesters has a sign which says, Uribe, you and Bush are the same, asesinos. Another protester has a sign, Uribe, record 400 trade union murders and 10 convictions. Or Uribe record, 400 trade unionists murdered, 10 convictions. And the subtitle is Le seul dirigeant à être impliqué dans le trafic de drogue est le président colombien Alvaro Uribe, the only high leader to be directly implicated in the drug trafficking, and the traffic of drugs, or drug trafficking, is the Colombian president, Alvaro Uribe. The English for this week, there's an article by Kim Ives, February 29th, actions planned worldwide, and this is on February 7th, 2007, over 100,000 people rallied in Port-au-Prince to condemn the 2004 coup and call for an end to Haiti's military occupation. Thousands around the world will mark the 4th anniversary of Haiti's February 29th, 2004 coup d'etat and foreign military invasion with picket lines, marches, and conferences. Quote, 4 years after U.S. Marines seized control of Haiti's capital and installed a U.S.-appointed coup regime, Haiti is still under foreign military occupation by a UN force that replaced the Marines in June 2004, writes the February 29th Organizing Committee in a call to action for the 3rd International Day in solidarity with the people of Haiti. Quote, it is an occupation marked by rapes and wanton killings of the poor. The February 29th Organizing Committee proposes united actions for a single worldwide mobilization around 7 demands. And I'll just read the first two because the article cuts off.
1. End the US UN occupation, respect Haiti's sovereignty. 2. Free the political prisoners, no more illegal arrests or prolonged detention without charges. A couple of the articles from the there's an article about the CEP Conseil électoral provisoire of 2008. Just read the beginning part. Le président du Conseil électoral provisoire CEP, Franz Gérard Verret, affirme qu'un avant-projet de loi électorale a été soumis à l'exécutif qui, de son côté, l'acheminera au Parlement pour ratification et qu'une copie du document a été expédiée aux partis politiques et à la société civile. Il ne s'agit pas d'un décret mais d'une loi électorale selon Monsieur Verret, qui estime qu'il ne devrait pas avoir de retard dans l'échéancier électoral. So, talking about ratifying a plan document, and also sending it to political parties and civil society for having elections in 2008. The head editorial article is Cherté de la vie, la solution est politique by Werner K. Florimond. Cherté de la vie, voilà ce qui devient un mot à la mode en Haïti. Le politique, l'économiste, le journaliste, l'étudiant, l'homme de la rue. Bref, tout le monde en parle. L'expression cherté de la vie est sur le point de détrôner le mot devenu le plus célèbre dans le langage haïtien. Depuis 4 ans, celui de kidnapping, tant mieux dire certains, pour qui, cherté de la vie ou pas en Haïti, cela ne les empêchera pas de faire un aller-retour à Miami pour faire le emplette. From issue number 27 from the 23rd to the 29th of January 2008. Les grands manœuvres au Sénat. And there's a picture of 5 senators. Le nouveau bureau du Sénat est ainsi composé de sénateurs Fritz Carlos Lebon from the Union Party, Kester, Rudolf Boulos from the Fusion Party, Vice President, Dr. Kelly C. Bastien, Président, Eddie Bastien, Alliance, et Judnel Jean, Fusion, premier et deuxième secrétaire de ce
Bureau. There's another article on the front cover. Les étudiants en agronomie crient au bluff. Crient au bluff. François Séverin, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. That's who is in the picture. François Séverin. The head editorial was by Bertini Dupont, who is the director of Haiti Liberté, and the editorial title is Préval, le pompier de la communauté internationale. Il y a longtemps que le président de la République, depuis son investiture, le 6 mai 2006, n'a pas fait une tournée dans le pays pour observer l'état de l'environnement, l'environnement et la misère abjecte dans laquelle doit partager le peuple haïtien. Par contre, ces multiples conseillers et ministres, quand ils ne sont pas internés à l'étranger aux frais de la princesse, auront certainement le temps de lui en glisser un mot des différentes manifestations populaires, soit à Port-au-Prince, devant le ministère du Commerce, puis à Damiens avec les jeunes étudiants de la faculté d'agronomie, les manifestations de la semaine au Quai et à Inch contre la cherté de la vie et le chômage, les revendications des marchands au Cap haïtien dont les marchandises pourrissent à la douane. There's a profile of Philip Agee, who was a CIA agent who defected or left the CIA. Philippe Agee est né le 19 juillet 1935 ans d'une famille aisée de la Floride. Il a étudié la philosophie et le droit à l'université Notre Dame dans l'État d'Indiana. Environ 6 mois après une vaine tentative de la CIA de le recruter de son plein gré, il décide de gagner le rang de cette agence qui,
l'embauche durant l'été de 1957 ans. En 1960, sa première affectation est en Équateur où il a comme mission de forcer une rupture diplomatique entre l'Équateur et Cuba. Il va le faire en utilisant vaudeville, intimidation, écoute téléphonique clandestine, contrefaçon et falsification de documents, au prix même de déstabiliser l'Équateur politiquement très fragile. En 1965, il est un poste en Uruguay. Lors d'une rencontre avec un officier supérieur au quartier général de la police de Montevideo, il entend les cris d'un Uruguayen sur la torture. À sa stupéfaction, il apprend qu'il s'agit d'un individu dont il avait communiqué le nom pour qu'il soit seulement surveillé. Ces pénibles expériences commencent à lui qu'il soit seulement ces pénibles expériences commencent à lui déceler les yeux sur son vrai rôle des gens de la CIA. De 1967 à 1969, il est affecté au Mexique où il va éventuellement, dans le cadre de sa participation aux Jeux olympiques, à titre d'agent de la CIA et d'agent de l'ambassadeur américain, essayer de recruter parmi les participants aux Jeux des candidats intéressés à joindre l'organisation. Le tragique massacre de centaines d'étudiants contestataires le 2 octobre 1968 à la Plaza de la Tricultura dans le quartier de Tlatelolco de Mexico, 10 jours avant l'ouverture des Jeux olympiques, révolte la conscience de Philippe Agee. C'est à la même époque qu'il fait la connaissance d'Angela, une Brésilienne de gauche qui avait été torturée dans son propre pays, une femme admiratrice de Che Guevara. C'est à partir de ces rencontres greffées sur le haut-le-cœur causé par le massacre que Philippe Agee décidait de forcer compagnie à la CIA. En 1969, il démissionne de l'agence après s'être rendu compte au fur et à mesure que le seul ciment unisse des structures de pouvoir contrôle les richesses et l'économie en Amérique latine était la répression politique. J'en faisais partie. Les années 70 le trouve à Londres avec sa partenaire de l'époque Angela et ses deux fils de son premier mariage avec une Américaine dont il s'était séparé. Là, il travaille sur son fameux livre de révélations sur les activités de la CIA. En mai 1971 et en mai
1962, il voyage à Cuba où il se livre à des recherches. En mai 1963, Agi approche un agent du KGB à Mexico City et dit avoir pour les soviétiques une mine d'informations. Le KGB s'en méfie. Ce sont les Cubains qui vont bénéficier de cette manne providentielle. En 1965, Agi publie son best-seller Inside the Company CIA Diary, traduit en 27 langues, journal d'un agent secret 10 ans dans la CIA. En 1977, Henry Kissinger obtient sa déportation de l'Angleterre. La France, la Hollande, l'Italie lui ferment les portes. Entre-temps, il s'est séparé de ce compagnon, Angela. Il trouve refuge en Allemagne où il tombe amoureux d'une ballerine allemande de renom, Gisèle Roberge, qu'il épouse, ce qui lui permet de résider à Hambourg. En 1978 et en 1979, Agi publie ses 2 volumes, Dirty Work, The CIA in Western Europe, et Dirty Work, The CIA in Africa, contenant une masse d'informations sur le personnel même de la CIA. Avec un petit groupe de supporters, il commence en 1978 la publication de Covert Action Information Bulletin, dans le but de promouvoir ce qu'il a appelé une campagne à travers le monde pour déstabiliser la CIA et révèle ses menées et en dénonçant son personnel. En 1979, le gouvernement américain lui révoque son passeport. En 1970, Agi bénéficie d'un passeport que lui facilite Maurice Bishop de la Grenade. Après l'invasion de cette île, il devient détenteur d'un passeport nicaraguayen. Avec le changement de cap politique en 1970 au Nicaragua, il se rabat sur un passeport allemand. Entre-temps, en 1987, il a publié son autobiographie On the Run. Dans les années 70, il fonde à Cuba une agence de voyage, Cuba Linda, la seule à Cuba dont le directeur Agi est un Américain. Entre Hambourg et La Havane, il a passé ses 10
10 dernières années a encouragé le mouvement touristique vers Cuba et a ouvert en faveur de la révolution cubaine. Le 60 non. Le décembre de l'année dernière, on l'admet à un hôpital à La Havane où il est opéré d'une perforation de l'ulcère et l'estomac. Sans doute, suite à des complications post-opératoires, il décède le 7 janvier de cette année. Il a été enseignant. And the centerfold article is Philippe Agee, un ex-agent de la CIA, révèle an interview with Gregory Hallowin, and a quote from Philip Agee. J'ai écrit par solidarité avec les victimes des opérations de la CIA. From This Week in Haiti, in the English section, an article by Kim Ives. Brutalized Haitian mother of 5 faces deportation. Nicole Lewis was beaten and faces deportation to Haiti. From the volume number 1, issue number 32, from the 27th of February to the 4th of March 2008, the editorial article by Werner K. Flourmond. MINUSTA, the United Nations mission in Haiti, une plaisanterie politique? Non, une réalité. There was an article, Cuba continuer à consolider la révolution, which marked the election of Raúl Castro to replace Fidel. Raúl Castro élu président du Conseil d'État et du Conseil des ministres. Raúl Castro Ruz, le nouveau président du Conseil d'État, and it's just a picture of him.
There is an article in the perspective section, Haïti 4 ans après, which is 4 years after the coup d'etat, reflecting on there's in the English section, this week in Haiti, there is a book review. Peter Hallward untangles the truth about Haiti from a web of lies by Joe Emersberger of HaitiAnalysis.com. And the subtitle is Hallward says that if the government of former President Jean-Bertrand Aristide above shares some of the responsibility for the debacle of 2004, is because it occasionally failed to act with the sort of vigor and determination its most vulnerable supporters were entitled to expect. And the last paper that I'm going to take a cursory glance through is from volume number 1, issue number 28, from the 30th of January to 5th of February 2008. And the cover article is, the headline article is Déportation, Préval n'a rien à offrir. Deportations, Préval has nothing to offer. Du gauche à droite, Luis Moreno Alberto, le président de la Banque interaméricaine du développement, BID, et le président René Garcia Préval qui dit n'avoir rien promis, mais qui n'a non plus rien à offrir. There's another article. Jacques Bernard, tu ou rien. Jacques Bernard a démissionné en tant que directeur du Conseil électoral provisoire, cette fois, paraît-il, pour du bon. There is a interview on the final section, on the final page of the paper. Le primitivisme n'existe pas réellement. Entrevue avec Philippe Fernandez Armesto. L'historien Philippe Fernandez Armesto. There is an article discussing a book from La Matin, Haïti, 2004, Radiographie d'un coup d'État, by Jean-Marie Gauthier. In the section titled Devoir de mémoire, there's an article, Chine d'Elva, victime imméritée du terrorisme, Makut, by Franz Latour. And there's a quote by Victor Hugo. Le corps se perd dans le nom dans la mémoire. Le temps qui surtout ombre on verse une pluie noire sur le sombre océan jette le sombre oubli. There's an article in the perspective section. The title is Kenya, député bien payé contre population affamée, by Renaud Vivien.
du Parlement kenyan, les députés comptent déjà parmi les parlementaires les mieux payés au monde. There is an article also in Perspectives entitled Élection cubaine, continuité dans la révolution. I can say for English listeners, for the last article I read, it was Kenya, the deputies are the best paid against the immiserated population, and the Kenyan parliamentarians or deputies are among the best paid in the world. And this next one that I just read was the continuity in the revolution with Cuban elections. There are two articles in This Week in Haiti in the English section. Government Crises, Senate Compromise Made, CEP Compromise Undone by Yves Pierre Louis, which is discussing the CEP, Provisional Electoral Council. And Jacmel Carnival 2008, Muted Celebration with Official Themes by Kim Ives. And there's a picture of the parade occurring in Jacmel. Jacmel Mayor Edo Zeni criticized the MINUSTA on January 27th during that city's carnival. And there's another picture of a man wearing the Haitian flag hanging on a cross of the US flag, Canadian flag, and French flag with a skull and crossbones. The occupation's master, and credit for the pictures from Ruud Chéri from Haiti Liberté, talking about the carnival in 2008 in Jacmel.